Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Canal 2 International. C'est le 20h. Et pour cette première édition de la semaine, un seul grand titre. 178 Camerounais ont eu le plaisir de fouler la terre natale cet après-midi à l'aéroport international de Douala en provenance de Bangui où la situation humanitaire se dégrade. Nous reviendrons là-dessus dans quelques instants. Rapatriement des Camerounais de la République centrafricaine en question, des conditions du retour et surtout la situation de ceux qui sont restés. Mais déjà cet après-midi, 178 Camerounais ont eu le bonheur de rentrer simplement chez eux. C'est une sorte de cahier d'un retour au pays natal raconté par Alex Lembe qui était sur le tarmac de l'aéroport international de Douala. Il est 13h51 ce lundi lorsque cet avion de la compagnie aérienne camerounaise atterrit à Douala avec à son bord 178 Camerounais faisant partie de la troisième vague des Camerounais en provenance de Bangui. Émus de retrouver le pays, surtout après plusieurs semaines de cauchemar en République centrafricaine, ils se soumettront tout d'abord au traditionnel contrôle de police, puis à l'identification individuelle et enfin à l'enregistrement. Dans cette salle de circonstances, plusieurs magnifient ou alors réalisé la fin d'un cauchemar que l'on n'est pas prêt d'oublier. Les mots me manquent. Ouf, c'était une catastrophe. Ce n'est même pas à parler. On a vu des choses horribles. Horribles. Lapider, couper les têtes, pillage. En fait, je demande beaucoup à la République, dans toutes les républiques du monde entier, d'aider la Centrafrique. Opération tout d'abord suspendue pour quelques heures, puis relancée. José Betty Assomo, gouverneur de la région du littoral, confirme la suite des opérations. L'opération se poursuit. Le chef de l'État suit cette opération minute par minute. Et il est question de renforcer d'ailleurs dans la mesure du possible les moyens volants, c'est-à-dire les aéronefs, pour que le maximum de nos compatriotes puissent revenir en terre camerounaise. Depuis vendredi dernier, notons que 694 Camerounais ont pu rallier le pays. En attendant la suite des opérations, l'on peut se contenter de la fin du film et surtout du retour au pays natal. Justement, une question nous taraude l'esprit. Quel est le sort des Camerounais, encore très nombreux restés sur place? On ne doute pas que les autorités en charge vont prendre des mesures adéquates. On reparle de cette situation humanitaire en Centrafrique où le sort des citoyens centrafricains et des citoyens africains se dégrade au jour le jour. La situation sanitaire est quasi désespérante. C'est ce que nous racontent nos correspondants d'AITV en Bangui. Malgré les conditions déplorables, les arrivées se poursuivent dans le camp improvisé de l'aéroport de Bangui. Quelques 40 000 déplacés fuyant les exactions dans les quartiers de la capitale s'entassent dans cette zone protégée par l'armée française. Des abris de fortune et des nattes pour seul matelas. La situation sanitaire y est déplorable et la faim tenaille les déplacés dont la moitié sont des enfants. Je suis ici depuis maintenant 2 semaines. Nous n'avons pas d'aide, il n'y a rien pour nous et quand ils veulent distribuer quelque chose, il y a beaucoup de confusion. Présentement, rien n'a été donné et les gens sont là, se plaignent par-ci par-là pour en avoir de quoi subsister pour la journée. Samedi, une tentative de distribution de vivres a mal tourné. Après des heures d'attente, les déplacés se sont servis dans la plus grande confusion. Sur les routes, à l'écart du camp, des corps sans vie ramassés par la Croix-Rouge rappellent la violence qui règne dans les quartiers. Politique de terreur ou règlement de compte se poursuivent à Bangui, malgré la présence de la force africaine et de l'armée française. La France, qui à l'occasion de la réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles, demande à l'Europe de s'engager plus pour la Centrafrique. On salue les forces africaines représentées par la FOMAC qui sont présentes à Bangui et surtout l'armée française. Et le président français, François Hollande, disait justement, pour essuyer un certain nombre de critiques, il disait que la France intervient en Centrafrique parce que c'est la France.
C'est une bonne question. Alors, la situation reste tendue un peu à Brazzaville. Depuis hier soir, des tirs nourris ont opposé l'armée régulière au dernier carré de résistants du colonel Tsuru, celui-là même qui était en charge de la caserne de Pilet de la sécurité présidentielle. Aujourd'hui, il s'est rendu, nous apprennent nos sources. Il sera présenté demain matin au juge. La situation semble revenue à la normale à Brazzaville et on sait qu'il y a eu 18 morts dans le carré et le colonel Tsuru qui s'était réfugié dans le sous-sol de sa résidence a dû se livrer après une longue médiation du Comité des Nations Unies. Alors, nous revenons sur la page nationale. Il y a une situation préoccupante. Depuis quelque temps, des cambriolages et des incendies se multiplient dans nos villes et capitales. Et une question aujourd'hui s'impose. Qu'est-ce qui se passe réellement derrière tout cet amalgame? Est-ce que, à côté d'importants dossiers qui partent en fumée ou des simples dossiers volés, y a-t-il pas une petite question d'interrogation qu'on pourrait se poser? Ruben Maling Djobissi. Le flou autour des incendies et cambriolages qui surviennent très régulièrement dans les services publics prête désormais du flanc à toutes sortes de supputations. Aussi, les enquêtes ouvertes autour de ces incendies et cambriolages, des enquêtes qui n'ont presque jamais livré de résultats, ajoutent à ces supputations l'idée des éventuelles machinations. Comment comprendre que les courts-circuits électriques, présentés à chaque fois comme la cause de ces incidents, ne brûlent que des bureaux et autres services névralgiques et stratégiques, ou encore des malfrats qui auraient délaissé les boutiques et autres banques pour ne cambrioler que des bureaux des institutions d'État, emportant des dossiers et autres tas de papiers qui, en temps normal, ne leur serviraient à rien. Les circonstances de l'incendie qui a consumé une partie du ministère de la Santé le 6 décembre dernier n'est venu que s'ajouter à l'avalanche d'institutions étatiques attaquées par les flammes ces dernières années. Bref, depuis que l'opération Épervier a commencé, disons-le clairement, il n'est plus rare d'entendre parler d'incendies s'étant déclenchés dans un ministère. Au MinSanté, les flammes ont consumé des documents très importants et détruit le parc informatique à cause d'un court-circuit. Comme un autre court-circuit qui avait le 1er juillet 2011 calciné un compartiment de la Direction générale du Trésor au ministère des Finances. Plus de 10 incendies se seraient déclenchés ces dernières années dans les institutions étatiques. S'agissant des cambriolages, la liste est très longue. Le siège du Conseil supérieur de l'État, le ministère des Finances, même le tribunal de grande instance du Foundi fait partie de cette liste. Chose étonnante, les bandits n'ont emporté à chaque fois que des papiers et des unités centrales, laissant parfois des objets de valeur. Au regard de tous les faits su-évoqués, tout porte à croire qu'au tribunal des incendies et cambriolages à répétition qui surviennent dans nos services publics, manque la place du bouc émissaire. On ne le dira jamais assez, un incendie a toujours une origine. L'origine peut être criminelle, mais forcément il y a une main derrière. Alors, on parle de sécurité, la transition est toute trouvée. Il s'est tenu dans les services de la région ce matin une réunion de sécurité et on sait qu'à l'approche des fêtes, beaucoup d'actes de délinquance sont en taux d'accroissement normal, d'où la veille des autorités. Monique Naoussi et Guy Fotso étaient à la région ce matin. C'est la fin d'année et les autorités administratives du littoral veulent redoubler de vigilance en matière de sécurité. Une campagne de prévention et de sécurité est d'ores et déjà lancée. Elle sera visible dans les lieux de culte, les gares routières et les lieux de réjouissance populaires. Nous mettons en place toutes les mesures de sécurité pour que les populations de la région passent ces fêtes dans l'allégresse bien sûr, mais également et surtout dans la sécurité. Nous travaillerons pour cela. Et nous sommes persuadés qu'avec d'ailleurs le concours de ces populations en termes d'information et de renseignements et avec leur sens civique habituel, n'est-ce pas, les fêtes vont bien se dérouler. Les cadres de l'armée et les 4 préfets du littoral autour du gouverneur Betty Assoman dressent également le bilan des 4 derniers mois. Des mois fortement marqués par les dernières consultations électorales et la visite du couple présidentiel à Douala. La région vit dans un calme relatif. Le double scrutin du 30 septembre dernier s'est bien déroulé, comme vous le savez. Et tout récemment, la région a reçu le couple présidentiel. À l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre du 2e pont sur le Vouri et l'inauguration de l'usine à gaz de Rodeo en Dokpasi. Le séjour du couple présidentiel s'est déroulé dans de très bonnes conditions.
Pour cette fin d'année, une batterie de mesures est prise pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Nous allons aller à Yaoundé, dans la capitale politique, dans quelques instants. Mais déjà, depuis quelque temps, on parle du comité de discipline au sein du RDPC. Alors, beaucoup de gens pensent qu'il y aurait une récupération derrière, mais à quand les sanctions? C'est ce qui intéresse peut-être visiblement les Camerounais. Et quel sera le nouveau visage du RDPC au sortir de ce comité de discipline? Et surtout, qui peut être visé, qui peut tomber? C'est ce que Jean-Jacques Zé essaye de nous apporter dans cet élément. Beaucoup d'inconnus restent sur le chemin de la commission de discipline ad hoc du RDPC. Rien n'est précis sur la saisine, aucun élément sur la nomenclature exacte des fautes, pas de précision sur la méthodologie de travail, aucune limite sur la durée, pas de dossier véritablement reçu jusqu'à présent. Autant d'éléments qui alimentent le scepticisme quant au bien fondé de cette instance et des résultats escomptés. Beaucoup d'observateurs croient à une commission de diversion appelée juste à nourrir les débats et à donner des faux espoirs à ceux qui se sont sentis frustrés par les manœuvres d'irrespect de la circulaire d'avant double scrutin de 30 septembre dernier du président national Paul Biya. Le RDPC avait-il besoin de ce tribunal, même statutairement prévu, s'interroge la classe des sceptiques qui ne croient pas du tout à l'efficacité d'une instance ayant en son sein des personnalités dont le comportement sur le terrain appelait déjà des enquêtes et des sanctions. Il est par exemple proposé au RDPC et à son président national de demander et d'obtenir des rapports d'observateurs indépendants sur les vrais indisciplinés du parti. La grand-messe du palais des congrès de Yaoundé pourrait aussi s'inspirer des dossiers introduits dans le cadre du contentieux préélectoral interne pour avoir un aperçu de l'épaisseur des irrégularités enregistrées sur le terrain. Ces éléments pourraient permettre de ne pas confondre acteurs et victimes, de ne pas confondre également action et réaction, parce que la plupart des noms qui circulent en ce moment et qui sont, même sans défense et sans parapluie, sont des lésés, des frustrés, des abusés, dos au mur, obligés de réagir, même si nul n'a le droit de se faire justice. Une chose est cependant sûre, le RDPC a besoin de se regarder objectivement dans les yeux. Il a besoin d'être courageux. Il a besoin d'analyser son fonctionnement et de retirer toutes les épines qui ont normalisé les écarts et écarté les normes. Maintenant qu'il repose en paix dans son village natal de Kounou, une question est centrale et névralgique. Qui peut porter aujourd'hui le monde sur ses épaules en termes d'idéal, de démocratie et de lutte de la quête pour la dignité humaine? C'est cette question qui me pousse à aller vers Yaoundé, où Debo Andébé sans doute nous attend. Bonsoir Debo. Debo Andébé sans doute nous attend. Bonsoir Martial Bissok, madame, monsieur, bonsoir. Vous le dites, Nelson Mandela a donc été inhumé hier à Kounou, son village natal. Et du coup, les Africains scrutent déjà le ciel pour voir qui des leaders va maintenant porter la voix de l'Afrique aux yeux du monde. Tentative de réponse avec Ghislain Pierre-Essonneau qui a contacté quelques internationalistes. Le vénéré Nelson Mandela repose en paix désormais. Le monde et l'Afrique essuient à peine leurs larmes. Mais déjà, qui peut succéder à l'homme et porter des valeurs universelles, comme lui l'a fait, comme Kadhafi ou Nkrumah, en leur temps et à leur manière? C'est en temps de crise en général, ou bien en temps exceptionnel, de circonstances exceptionnelles, que l'on peut observer un leadership d'exception. Même les détails de forme accompagnent les leaders. Vous pouvez voir au niveau de la coupe de coiffure de certains jeunes, vous pouvez voir au niveau du mode vestimentaire. Sassou Nguesso, avec ses talents de médiateur, Obiangema Bazogo pour l'autonomie africaine, des personnalités souvent citées dans le contexte continental où le leadership moderne tranche avec celui d'hier. En Afrique, le leadership ne peut plus être celui du passé parce que nous avons quand même fait du chemin entre-temps. Nous avons été indépendants. Aujourd'hui, nous luttons pour les avancées en termes démocratiques. Au-delà des situations pour créer des icônes d'Afrique pour le monde, y a-t-il donc un porte-étendard en l'état actuel? Il y a, après lui, des gens qui certainement pourront porter le même message, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Et la magie de sa prestation, c'est justement d'avoir multiplié ses croyances, ses valeurs. Si les situations créent des grands hommes,
l'inverse est aussi vrai. Et notre dossier sur les fêtes de fin d'année s'arrête cette fois sur les jouets. Casse-tête pour les parents, du pain béni pour les commerçants qui, pour la plupart, font allusion aux jouets qui passent le plus sur le marché. Des mains qui fouillent, des doigts qui cherchent inlassablement. Du touche-à-tout en somme. Un ange passe. L'indécision est au rendez-vous. Dur de trouver le jouet ou le cadeau pour enfants en cette veille de Noël. Moi, par exemple, j'ai pris un cadeau avec des assiettes, comme c'est une fille. Un petit plateau avec, où là où on trouve la cuisinière avec les marmites, les assiettes, les plats. Cette fois-ci, je suis venue acheter les chaussures pour les enfants. Vous savez, c'est la fête de Noël. Dans les grandes surfaces de Yaoundé, la mode n'est pas au seul jouet. Nous avons les chemises, surtout pour le moment des jouets, des voiturettes, des avions, des hélicos et surtout les guirlandes pour les gens qui aiment faire des surprises pour la décoration intérieure. Et puis il y a aussi des pantalons qui passent pour les cadeaux, des chaussures pour enfants. Tout passe au même moment en tout cas. Juste à l'extérieur se développe une autre activité. Ici, l'on a forcément une idée précise des jouets qui passent le plus. N'importe qui veut se lancer dans l'emballage cadeau. Maintenant, c'est un peu dur, hein? C'est dur. Et cette année, même si je constate qu'il n'y a pas trop les nouveautés des jouets. Il y a les vélos et la voiture, c'est tout. Dans ces sortes de cavernes d'Ali Baba, difficile de trouver une arme parmi les jouets. Des enfants guerriers au Cameroun, ce n'est pas pour demain. Tant mieux. Situation confuse ce matin à Yaoundé, lieu dit Awa Escalier. Un taxi 4 roues en l'air. L'accident qui a fait des blessés parmi les passagers fait suite au refus du chauffeur d'obtempérer à l'interpellation des forces de l'ordre. C'est ce que nous fait savoir Alain Ebelolinga. À peine la journée débutée, il se retrouve les 4 roues en l'air. Quelle énergie pour ce chauffeur de taxi qui tarde encore à se rendre à l'évidence après cette scène que Yaoundé est à plusieurs milliers de kilomètres d'Hollywood. À peut-être 20 mètres du policier, le policier a sifflé. Il n'a pas voulu s'arrêter, il a plutôt appuyé sur l'accélérateur pour passer la S. Le policier a fait signe à l'élève gendarme qui était derrière lui de lancer la S en route. Au moment où il a lancé la S, nous on a esquivé, les 2 roues avant sont passées. La S a donc pris les 2 roues arrière, ce qui fait qu'on te pris de notre côté, on te regarde de l'autre côté de la route. La S a pris les 2 roues arrière, c'est là où maintenant il s'est battu à maîtriser le volant, il n'a pas pu. On a fait tonneau et nous sommes allés tomber au niveau de la rigole du côté droit, à notre côté encore. Et c'est la vie de 5 passagers qui a failli être sacrifiée à l'autel de l'incivisme. Il a été interpellé par les collaborateurs. Il n'a pas voulu obtempérer. Surtout en cette période de veille de fête, il y a beaucoup de mouvements au niveau des barrages. J'en appelle à leur civisme, c'est juste le contrôle. Il faut respecter ces barrières-là. Ils sont d'ailleurs posés là pour éviter ce genre de situation où les chauffeurs roulent à une allure folle. Bilan, un passager s'en tire avec les doigts sectionnés. Les 4 autres sont encore traumatisés et mis en observation au centre médical d'arrondissement de Yaoundé 4e. En 2014, l'enseignement primaire s'arrime au 7e A. Le festival du film consacré uniquement à ce taux d'enseignement est annoncé. La presse nationale a été édifiée sur ce rendez-vous culturel. Reportage. Un festival international de films scolaires annoncé à Yaoundé en 2014. Le comité d'organisation ci-devant la presse présente ce rendez-vous culturel censé se tenir du 14 au 20 décembre 2014. La date semble si loin, mais l'enjeu important. Le Festival international du film scolaire est un concept qui vient combler un vide. Nous parions sur la jeunesse et plus précisément, nous parions sur les apprenants, quels qu'ils soient. Nous faisons l'hypothèse que peut-être que la situation qui nous est particulière sur notre aire géographique, l'Afrique au sud du Sahara, situation caractérisée par la surconsommation d'images importées, peut-être qu'on peut inverser cette situation si progressivement nous apprenons à nos enfants d'une part à consommer des images de qualité et à travers cette consommation, si progressivement nous leur donnons envie eux-mêmes de passer derrière la caméra. Le concept parie donc sur la jeunesse et les apprenants en particulier. Il est question de rompre avec la surconsommation des images importées.
seront en première ligne les professionnels de l'audiovisuel, de l'iconique, les pédagogues, les spécialistes des médias que vous êtes et naturellement toutes les personnes de bonne volonté qui voudront apporter de leur contribution dans la production parce que nous savons qu'un des écueils de la production, c'est le volet numéraire, je veux dire financier. Le festival va s'articuler autour d'une exposition cinématographique à l'esplanade du Palais des Congrès de Yaoundé, où est également prévue une grande nuit des awards du cinéma scolaire. La région de l'Ouest prépare le Salon national de l'artisanat. Elle vient de tenir son salon régional. C'était à Bafoussam, vous le dites, Martial Bissot. Des bons DB, vous le savez sans doute. L'artisanat, c'est l'étape primaire de l'industrie et la région de l'Ouest, comme toutes les régions du Cameroun, regorge de potentialités incommensurables. C'est ce que nous révèle depuis Bafoussam, Francis Tegia et Colin Sayou pour revenir sur ce salon régional de l'artisanat. Bafoussam. Ils sont 40 artisans issus des 8 départements que compte la région de l'Ouest qui iront représenter celle-ci au prochain Salon national de l'artisanat qui se tiendra à Yaoundé le jour prochain. Après avoir été sélectionnés selon des critères savamment préétablis, c'est à l'issue du 4e Salon régional de l'artisanat qui a rassemblé 120 d'entre eux qu'ils ont eu l'honneur de se qualifier. À cette occasion, le gouverneur de la région de l'Ouest les a invités à être de dignes ambassadeurs de la région au Salon national, les félicita également d'ainsi mettre leur savoir à la portée du public. Midjawa Bakari a également annoncé, en guise d'action des pouvoirs publics en faveur de l'encadrement des artisans, la construction à Bafoussam d'un immeuble à 2 niveaux qui sera baptisé Village de l'artisanat. À l'issue de ce concours, nos représentants auront leur place au niveau national. Nous encourageons tous ces artisans-là à aller de l'avant, à persévérer. Et nous allons demander au ministère, à travers le délégué ici présent, de les appuyer. Nous allons les accompagner parce qu'ils font de très bonnes choses aussi bien dans la médecine, dans l'agroalimentaire que dans d'autres domaines. Ce grand rendez-vous a permis aux nombreux visiteurs d'admirer l'ingéniosité des artisans de la région de l'Ouest et d'encourager les sélectionnés pour la compétition nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir suivi cette édition. Prochaine édition demain 20h, mais tout de suite après ce journal, ne ratez pas le reportage ou l'élément sur l'élite féminine de l'ouverture, la crème de l'élite féminine qui s'est réunie il y a quelques jours pour donner, pour participer à l'effort de construction de la nation en construisant des orphelinats et un centre de santé. À tout de suite. Au revoir.